de l'association The Station. J'occupe aussi le poste de directeur artistique du Festival Lily. Donc, avec Samuel Denerol, qui est le président de l'association The Station, on a voulu concrétiser une expérience qui est aussi un ami personnel. On a voulu concrétiser une expérience qui s'est manifestée en 2019 à travers l'association The Station, association qui a pour but d'accompagner les artistes en voie de développement. On a aussi créé un festival pour mettre en lumière ces artistes-là. Et à travers, enfin, le Covid est arrivé malheureusement à freiner nos projets, mais voilà, on essaye de s'adapter et toujours rebondir pour continuer à avancer. Alors, le projet du Festival Lily s'appuie principalement sur mon expérience professionnelle. Donc, notre ambition a été de créer un temps fort pour les artistes en voie de développement, pour aussi mettre en lumière la richesse des univers artistiques proposés sur notre territoire. Et à travers un peu tout ce brassage culturel et artistique-là, il y a tout un vivre ensemble à la guadeloupéenne qu'on a voulu mettre en évidence. Et je pense que on a atteint nos objectifs, bien que le festival en lui-même n'ait pas encore été diffusé. Il sera diffusé à partir du 1er mai. Là, ils sont en train de juste le rentrer. Ce sera sur la plateforme spectacle.tv. Donc, voilà, le truc, c'est qu'on a 8 groupes et la vidéo prend un peu de temps. Donc, ça vient. Donc, le projet initial du Festival Lily devait se dérouler en 2 parties. Avec un aspect pluridisciplinaire, avec l'introduction des arts de rue. Encore une fois, malheureusement, à cause du Covid, on a dû changer nos plans. Et alors, je tiens à faire un petit big up et un gros merci à Sophie Balzing, parce qu'on a beaucoup échangé. Alors, elle n'est pas là aujourd'hui, elle est en pleine manifestation. C'est un peu son temps fort aussi, donc elle va essayer de nous suivre sur les réseaux sociaux, mais voilà, elle n'a pas pu être présente physiquement. Alors, le projet Festival Lily a été relativement bien accueilli par les professionnels de la culture de la Guadeloupe. Et je pense vraiment à vous tous, parce qu'en le montant, j'ai eu l'occasion d'échanger avec vous et avec Rudy, notamment, qui est ici, et avec d'autres. Et je tiens vraiment à vous remercier pour tout cet encouragement, en tout cas, que vous m'avez témoigné. Et ça a été très important pour aller au bout de la mise en œuvre du projet, parce que, encore une fois, le Covid était très compliqué. Maintenant, je vais remercier, si vous me le permettez, les partenaires qui ont accompagné le projet du festival. Donc, tout d'abord, je vais remercier la DAC Guadeloupe, qui a été notre premier partenaire sous la direction de M. Desruder, et à travers la bienveillance active de Céline Bougère, qui a accompagné et participé avec nous à la mise en réflexion du projet. Il y a aussi le conseil départemental de la Guadeloupe, avec sa présidente, Mme Josette Borel-Lincertin, l'élu à la culture, Mme Brigitte Rode, qui a été sensible tout de suite au projet et qui nous a manifesté immédiatement son intérêt. Et bien sûr, toute l'équipe de l'équipe culturelle du conseil départemental sous la direction de Mme Dominique Ogoli-Sosa. Il y a aussi la Riviera du Levant qui nous a accompagnés sur le projet sous la présidence de M. Cédric Cornet et la bienveillance des services de Mme Angélique, ici présente. Alors, je voudrais aussi remercier l'IRMA CNM
qui a contribué avec nous à travers Fabrice Bory et Pierrette Beto, qui ont contribué à la mise en réflexion du projet de rencontre professionnelle. Et donc voilà, je tenais vraiment à les remercier pour leur accompagnement. À côté de ça, le festival lie aussi des partenaires privés. Alors, il y a la DIGEC avec Amarante Lambert qui était là tout à l'heure, mais elle a dû repartir au boulot. Les Boissons Lecoq, le Royal Riviera, Patrice Firmin, la plateforme spectacle avec son directeur artistique Woody Levis et Thierry Galvani, et bien sûr l'hôtel Canela Beach, qui est devenu depuis quelques temps un partenaire un peu privilégié, parce que comme vous le savez, j'ai eu l'occasion de travailler ici. Et depuis, ils nous permettent quelques facilités qui nous permettent, nous, associations culturelles, de pouvoir proposer en tout cas de l'hébergement et faire venir de plus en plus d'artistes sur notre territoire et mélanger de plus en plus de styles. Enfin bon, voilà, grâce à des partenaires un peu comme ça, on peut faire un peu plus. Alors, pour cette première édition des rencontres professionnelles, on a des intervenants et des invités aujourd'hui réunis. Alors, je vais un peu remercier rapidement un peu tout le monde. Donc, Céline Bougère de la DAC. Alors, je ne vois pas le conseil départemental. Non. Madame Angélique. Monsieur Méfond pour la région Guadeloupe. Il y a Eddy Caramello des Bolocos, qu'on salue. Olivier Duy et Alexandre Eustache pour Au-delà. Jérôme Castry pour Tempo. Alors, on avait quelques artistes invités aussi, mais qui malheureusement, et là je pense à Samo, qui s'est blessé et qui a des points de suture sous les talons, il ne peut pas marcher. Donc, il s'est excusé, il ne pourra pas venir. À côté de ça, on a aussi des intervenants experts, professionnels experts de la culture. On aura en visio Pierrette Beto et Fabrice Bory du CNM. Michel Beltam, qui est une ex-label manager sous secteur Caraïbes et Afrique chez Believe Digital. Eddy Compère, ici présent, pour le Centre culturel Sonis. Rudy Séverin, pour Alizé Record. Claude Chiavé, pour le collectif CEDAC. Cyril Koudou pour Jad Productions et qui travaille aussi sur le festival Terre de Blues. On aura aussi Madame Sandra Gann qui va intervenir en visio. Et Franck Gouéry qui est tourneur professionnel chez Hollande Productions et qui travaille sur des esthétiques relativement proches des nôtres puisqu'il travaille sur du ska jazz. Il interviendra un peu plus tard en visio. Alors, à travers son projet de structure, The Station ambitionne de travailler à la mise en œuvre de dispositifs d'accompagnement adaptés au territoire visant à la professionnalisation des artistes. Notre objectif est d'accompagner les jeunes talents dans leur structuration tout en développant leur capacité d'autonomie et leur connaissance du secteur de la musique. De manière générale, en Guadeloupe, notre territoire est florissant en termes de diversité et d'univers artistique. Mais la culture et entre guillemets les différentes topographies de nos îles, oui, je peux le dire, la Guadeloupe, c'est la Basse-Terre et la Grande-Terre. Toutes ces différences-là amènent certaines spécificités
géographiques qui font que tel ou tel ou tel ou tel type de projet ont beaucoup plus de facilité à se développer dans ces petites zones-là. Je pense par exemple au territoire nord-bastais, Côte-sous-le-Vent, pardon, avec un groupe comme Evanaya et Vaiana, qui propose une musique relativement zen qui colle bien avec le caractère de cette zone de la Guadeloupe. Voilà, quand on essaye d'identifier, d'analyser un peu les musiques proposées en fonction de ces bassins géographiques, voilà, on découvre plusieurs manières éventuellement de pouvoir proposer des projets divers. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif de notre sujet, aborder ça de notre première thématique, l'artiste et son projet. Pour cela, on va questionner, on va échanger avec quelques artistes et essayer de comprendre comment ils se positionnent, comment ils positionnent leur projet. Le but du jeu, pour nous, c'est bien sûr de se nourrir de ces échanges-là pour pouvoir éventuellement, par la suite, pouvoir vous proposer des dispositifs. Mais effectivement, à travers ces échanges-là, on essaie de comprendre où est-ce que vous voulez aller, où est-ce que vous en êtes. Alors, pour ça, on a Olivier qui a choisi de participer avec nous. Olivier, tu veux bien te présenter, dire un peu ce que tu fais, où vous en êtes dans votre projet? Oui, bah, en tout cas, je tenais avant tout à saluer et féliciter Michael pour cette initiative, notamment pour sa détermination durant l'année 2020 par rapport au festival Lily qu'il a maintenu malgré toutes les difficultés. Donc, je tiens vraiment à ce qu'on le félicite. Donc, encore une fois, merci de nous avoir permis de nous exprimer. Merci pour ça. Alors, comme il vous l'a dit, moi, je suis Olivier Duy, je suis fondateur et leader du groupe Au-delà. La formule actuelle existe depuis bientôt 3 ans. Nous étions censés ouvrir le festival Terre de Blues en 2020, suite à un concours qu'on avait gagné. Nous avons également, ce mois-ci, on était censé, au début du mois, avec Eddy Compère, faire une résidence suivie d'une restitution. Malheureusement, toutes ces circonstances actuelles ne nous permettent pas. On doit toujours rebondir, et c'est pour ça, encore une fois, que je tiens à féliciter Michael Lozis, qui a su faire face à toutes ces choses. Et les circonstances actuelles nous demandent de rebondir à chaque fois. Alors, même si le groupe, lui, reste motivé, continue à se voir régulièrement pour quelques répétitions et travailler sur des nouvelles compos, c'est vrai que ça reste très frustrant. La situation reste très, très frustrante puisque l'argent qu'on avait mis de côté pour la sortie d'un album, on a dû le réinvestir sur de la sonorisation. Mais la plupart de cet argent-là, c'est grâce aux concerts qu'on le faisait. Et aujourd'hui, des concerts, on n'en fait plus. Donc, c'est pour ça que ce genre de rencontre, ça fait du bien de pouvoir de voir qu'il y a des gens qui sont prêts à s'investir pour aider à développer les groupes tels que nous. Et en ce qui concerne les projets d'au-delà, alors très brief. Justement, Olivier, comment tu arrives à projeter tes projets pour tout au long mettre en place une carrière, de rebondir de projet en projet? Nous, là, on était quand même sur une certaine attente, déjà par rapport au festival Terre de Blues, mais notamment au début de ce mois-ci, on était censé faire cette résidence qui va être reportée, mais on attendait justement, parce qu'à la suite de cette résidence, où il y aurait eu la restitution de cette résidence, on aurait eu tous ces genres de rencontres et de contacts qui nous auraient permis de nous développer. Et au-delà, on est ouvert à la critique constructive, donc on est prêt à écouter, à suivre les conseils. D'ailleurs, Céline Brugière nous avait bien conseillé par rapport à notre première rencontre. Et d'ailleurs, on a suivi ses conseils puisqu'elle nous avait recommandé la présence de Yann Cleary. Et on avait fait cette rencontre-là et ça nous avait apporté beaucoup puisque pas mal de choses ont été dites et notées.
Donc, maintenant, on rebondit, on est dans cette attente-là, puisque on attend de cette restitution suite à la résidence qu'on fera avec Eddie Compère, que je salue. Et le but d'Au-delà, alors juste très brièvement, pour ceux qui ne connaissent pas Au-delà, Au-delà se définit comme étant un groupe très, à caractère très métissé, puisque bon, la Guadeloupe reste du moins la Caraïbe reste le carrefour des peuples. Donc, on a une musique qui, malgré des multiples influences, a une forte identité. On a une signature, on nous reconnaît. Et donc, du coup, l'objectif, c'est de pouvoir finaliser la sortie de notre album, faire cette résidence. Et par la suite, on a vraiment envie de faire connaître notre musique qui expose tout le panel, toute la diversité qu'il y a dans notre pays. C'est-à-dire qu'on a une touche, une influence gros-cas, reggae, jazz, pop-rock. Et ça, on veut le faire connaître hors du territoire, c'est-à-dire sur les autres îles de la Caraïbe. Mais on pense éventuellement à aller, on souhaiterait aller en Europe, au Canada, en Allemagne et tous ces pays-là où il y aurait des festivals. C'est parfait. Je vais t'arrêter là parce qu'on va revenir sur cette partie-là par la suite. Je vais passer à Issa pour lui poser la même question. Ouais. Bonjour. Présente-toi, Issa, et dis-nous, parle-nous de ton projet et comment tu le positionnes. Bonjour, alors moi je suis Issa, artiste Issa Djami, auteur, compositeur, chanteur, interprète, batteur. Donc j'ai créé un projet artistique personnel qui s'appelle Issa Djami parce que j'ai d'autres projets, je suis comme voilà, j'ai des projets pédagogiques autour de la musique et voilà, d'autres. Je suis connu par certains plus du côté technique, par d'autres régisseurs. Bon, voilà, ça fait maintenant 25 ans que je travaille dans les métiers du spectacle. Le projet, on a eu plusieurs projets avec Michael, déjà ensemble, réalisés et à réfléchir, à voir, fait ou pas fait, avorté. Là, pour vous parler du projet Issa Djami, c'est un projet que j'ai commencé en arrivant en Guadeloupe. Après, j'ai une carrière de batteur beaucoup plus. J'ai eu l'envie de faire un projet personnel donc, qui est né ici en Guadeloupe, à mon retour en Guadeloupe il y a maintenant 7 ans. Donc, c'est un projet qui a 6 ans où j'ai commencé tout seul avec mon caron et après avec un guitariste. Et voilà. Et au jour d'aujourd'hui, je suis un peu en stand-by parce que juste avant le Covid, j'arrivais à ce que j'avais dans la tête depuis le départ, donc de travailler avec une formule beaucoup plus électrique. Parce que c'est dur de travailler avec beaucoup de participants maintenant, c'est plus dur que d'avoir des formules réduites. Donc, je pense que dès qu'on est maintenant plus de 4, 5, des fois, c'est difficile. Pour toi, Mais tu analyses ça un peu comment pour toi? C'est une réalité du marché de la musique qui a évolué et puis aussi des possibilités techniques qui permettent de pouvoir travailler. Enfin, sur l'international, je ne sais pas, tous les artistes font des choix, je dirais, économiques. Ils partent sans les chœurs, ils partent sans les cuivres, ils partent sans le… On en est tous un peu arrivés là. Alors, faut dire que on n'est plus dans les années 70, enfin même les années 90 quand je jouais, où on partait, on était une douzaine quoi, avec les cuivres, voire 15, voire j'ai joué à 18 sur scène. Alors, donc ça se fait faut toujours. Dire aussi que tu travailles sur de l'esthétique reggae. Ouais. Justement, la particularité du reggae, c'est vrai qu'on arrive à monter, en tout cas des backing bands et souvent récupérer les chanteurs. Les chanteurs, ce que j'ai fait en Martinique. Beaucoup. Et du coup, en termes économiques, on déplace de moins en moins de monde pour pouvoir accompagner et puis se donner la chance de voir ces têtes d'affiche-là. Mais je comprends ce que tu dis. Il y a des choix économiques qui sont faits. On est dans une industrie, il y a des choix économiques qui sont faits. Moi, après, pour revenir sur mon projet personnel, le Covid m'a un peu coupé les jambes puisque
je suis un artiste du live et tout le projet était monté sur le live pour j'allais partir, remonter une grosse structure. Et tout s'est un peu avorté. Je devais participer à la tournée Steel Pulse Europe. Bon, voilà, tout s'est Il faut le dire, il faut stoppé, le quoi. souligner, tu as participé au dernier album de Steel Pulse. Ouais, j'en suis fier. On est nominé au Grammy Award. Donc, j'ai participé, j'ai fait enregistrer des batteries pour le dernier album. Excellent. Eddie Caramello, qui présente le groupe The Bolocos. Eddie, pour moi, c'est un ovni. Eddie fait du punk en Guadeloupe. Bravo. Ouais, bonjour à tous. Déjà, merci Mika pour l'invitation. Donc, pour la petite présentation, je fais partie du groupe The Bolocos. Donc, on propose du punk rock en Guadeloupe. Et on mélange aussi avec des esthétiques créoles. On chante un petit peu en créole. Il y a du gros can, des petites rythmiques zouk. Bon, c'est dur de passer après Issa et sa carrière fulgurante. Et, en tout cas, je vais ici un petit peu pour découvrir, voir des opportunités ou un savoir en fait qu'on pourrait peut-être apprendre. Après, nous, on fonctionne beaucoup en mode do it yourself comme le punk. Donc, dès qu'on a besoin de bouger, que ce soit dans la Caraïbe, en France, en Angleterre, on se débrouille avec des petits moyens ou des entreprises privées. Donc, justement, là, c'est pour apprendre un petit peu comment ça se passe aussi dans le circuit, on va dire, un peu plus institutionnel. Et voilà. Alors, moi, j'ai un peu observé, ça fait un bout de temps qu'on se suit, et vous travaillez beaucoup en autoproduction. Et alors on peut dire que vous êtes semi-professionnel, on peut dire ça, Eddie? Semi-amateur, on va dire. Semi-amateur. Je voulais pas oser. Mais je comprends ce que tu dis, puisque bon, voilà. Et que du coup, vous développez en tout cas un dynamisme pour présenter vos projets. Vous réussissez à vous produire notamment au Festival Rebellion en Angleterre. Je crois même que vous avez été invité en Australie, si je ne me trompe pas. On a été invité, mais ça ne s'est pas encore concrétisé à cause du Covid. Mais voilà, c'est une manière de se développer qui est tout à fait alternatif dans le développement de projets et que je trouve relativement intéressante aussi à travers un peu tout ce que vous faites. Il faut savoir que pour les artistes, vous, ça vous paraît peut-être évident parce que vous êtes dans les structures, mais nous, on n'a pas connaissance de tout ça. Même si on s'informe, c'est compliqué, il y a des gros dossiers à monter, donc on essaye de gérer ça un petit peu de manière interne. Alors, Jérôme, si je peux t'interroger, présente-toi déjà et parle-nous un peu de Tempo. Bonjour à tous. Écoute, déjà merci Michael pour ton initiative, c'est top. Alors moi je suis Jérôme Castry, fondateur de Tempo Classic Live, qui est un groupe, fondateur de Tempo Jazz Créole, qui est un concept, fondateur de Backing Bone qui s'appelle Urban Tempo, fondateur d'une école de musique qui s'appelle Tempo School, qui est une école aujourd'hui agréée, qui est une école à Gostini, donc je fais passer des diplômes nationaux. Enfin bon voilà, donc je suis rentré il y a maintenant bientôt 5 ans. Et par rapport à mon expérience, tout ce que j'ai pu voir à l'extérieur, je suis guadeloupéen, je suis rentré pour pouvoir changer les choses un peu, pour pouvoir amener quelque chose de nouveau, pour pouvoir faire évoluer en tout cas la musique au pays. Donc je fais de mon mieux. Et c'est pas simple, j'avoue que c'est pas simple ici, c'est pas simple de faire certaines choses. Mais n'empêche, on a des personnes qui sont très réceptives. On a un public pour ça. On a des personnes qui nous suivent, qui nous accompagnent. On a des organismes, je pense par exemple à des compagnies aériennes. Il y a des choses qui sont possibles, qui sont faisables. Après, c'est vrai que ce n'est pas évident lorsque nous ne sommes pas au courant et lorsqu'on manque d'expérience par rapport à ce que tu viens tout juste de dire. C'est vrai qu'on peut être un peu perdu, on ne sait peut-être pas comment s'y prendre, quel chemin prendre, quelle direction prendre. Donc voilà, pour la présentation de Tempo, c'est voilà. Quand tu es revenu et tu as décidé de lancer Tempo, quels étaient tes objectifs
en termes de développement? Alors, proposer quelque chose de qualité. J'explique. Ça ne veut pas dire qu'en Guadeloupe, il n'y a pas de projet de qualité. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que tout ce que j'ai pu voir, en tout cas ici, c'était souvent à l'amiable. On a un fonctionnement en Guadeloupe, je parle franchement, c'est le ibon comme ça, qui ne me convient pas, qui ne va pas avec mon caractère, mais c'est un choix. Donc après, les gens font ce qu'ils veulent. Ceux pour qui ils aiment le bon comme ça, c'est tant mieux pour eux. Mais j'avais envie aussi de proposer quelque chose de différent, de montrer que c'est aussi possible de faire des choses de qualité. Et donc, c'était mon premier objectif. Après, mon objectif suivant, c'était aussi de faire comprendre aux musiciens ici, aux artistes, pas que les musiciens, aux artistes, en tout cas aux salariés du spectacle, qu'on peut travailler légalement. Parce qu'on n'en parle pas souvent non plus, mais il n'y a pas beaucoup de déclarations de fait. Je trouve ça incroyable de voir autant d'artistes et de voir qu'il n'y a pas beaucoup d'intermittents du spectacle en Guadeloupe. C'est incroyable. Alors, tout ça, c'est dû à Alors, c'est un peu ça la question, c'est aussi, pour toi, est-ce qu'on peut trouver tout le panel de compétences nécessaires à l'accompagnement des projets? Est-ce que tu sens que c'est… comment dire? Alors, je ne sais pas si mon jugement est faussé, parce que bon, moi, j'ai longuement vécu en métropole, donc du coup, forcément, j'étais dans les bonnes routes. Quand je suis arrivé ici, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème de méconnaissance. C'est-à-dire qu'il y a des artistes qui veulent faire des choses, mais qui ne sont pas au courant de comment faire les choses. Alors, j'ai envie de répondre à ces personnes-là. Quand on veut faire un métier, on se renseigne, on essaie de savoir qu'est-ce que ça comprend, comment on fait pour devenir musicien, qu'est-ce qu'un musicien professionnel? Il faut poser les bonnes questions. Alors, si on ne sait pas à qui poser les questions, on peut peut-être rencontrer des musiciens qui sont eux-mêmes déjà professionnels, qui ont déjà prouvé qu'ils sont vraiment professionnels. Ou alors malheureusement, on se le dit franchement aussi, ceux à qui on pense poser la question et qui sont censés être au courant ne sont même pas eux-mêmes au courant. Je parle par exemple du Pôle emploi. Enfin, je ne suis pas en train de critiquer, mais ils ne maîtrisent pas ce sujet. Ils ne maîtrisent pas le sujet de l'intermittence ou bien d'autres organismes qui ne maîtrisent pas. Donc, j'ai plutôt envie de dire de se rapprocher de professionnels comme eux-mêmes. Je comprends ce que tu dis. Mais j'espère bien, j'étais clair. Mais même en France, hein, c'est pareil. Hein. C'est-à-dire qu'en France, c'est pareil. C'est-à-dire que dans tous les pôles emploi, ils ne maîtrisent pas non plus le sujet du salarié du spectacle. On a un statut un peu spécial. Alors qu'à part que quand même à Paris, c'est un peu changé. Aujourd'hui, à Paris, on a vraiment un pôle à Nanterre qui sont vraiment dédiés pour les salariés du spectacle. Alors, le recouvrement, de toute façon, du pôle emploi spectacle passe à Nanterre. C'est à Nanterre. C'est ça. Et le pôle emploi spectacle lui-même, il est à Annecy. Voilà. Il n'y en a pas d'autres. Il y avait une personne en Guadeloupe qui gérait ça, qui n'est plus ici, il me semble. Qui n'est plus là. On lui fait un petit coucou à Marc Prévost. Voilà, Marc Prévost, c'est ça. Et aujourd'hui, on a, je pense, d'autres conseillers. Aujourd'hui, je crois que c'est Mylène Minuti, je crois, qui se. C'est Mylène Minuti qui s'en occupe. Mais j'imagine que ça a été ça reste compliqué. De poste et ça reste compliqué. Ça reste compliqué puisque lorsqu'on est salarié du spectacle, on dépend d'un pôle emploi, de sa commune, d'une commune où on vit. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est que la personne qui est censée gérer ça dans la commune où vous vivez ne maîtrise pas ce sujet. Donc, ça peut être très périlleux en tout cas. Alors, au-delà de ce premier accès pour les salariés du spectacle, qui est l'accès à l'intermittence et donc à tout qui est très important, le circuit derrière. Parce que c'est votre statut, c'est notre statut aux salariés du spectacle. À tous ces artistes qui pensent, c'est notre statut. Il n'y a pas d'autre. Il y a le régime général et il y a un statut pour nous, salariés du spectacle. Alors là, c'est entre guillemets, mais je pense qu'elle fera un petit mot tout à l'heure dessus, Sandra Gann de l'AFDAS. C'est que du coup, si on n'a pas accès à l'intermittence, tout le circuit de formation pour acquérir de nouvelles compétences, on se coupe un peu à tout ça. C'est ça. Alors, c'est grâce au congé spectacle en fait, on peut faire les formations AFDAS, si je ne me trompe pas. Non, c'est grâce à l'AFDAS directement. C'est vraiment une cotisation très directe. Alors, quand je dis les congés spectacles, c'est-à-dire que du moment qu'on cotise au congé spectacle, je parle de congé spectacle, ça nous donne la possibilité de faire des formations via l'AFDAS. On va laisser Mylène répondre tout à l'heure. Pas Mylène, pardon, Sandra. Sandra, elle vous dira. Pour l'avoir vécu par expérience, pour être passé par là,
Je Je veux le bien dis. entendre. Je ne connaissais pas, je veux bien entendre. Ouais, Ça, ouais, bah, ça- ok. Et c'est-à-dire qu'on peut ne pas être intermittent du spectacle, mais si on a cotisé, on a fait des cachets. Donc, c'est-à-dire que dès que vous faites des cachets, vous avez des congés spectacle, vous cotisez au congé spectacle. Alors, les congés spectacle, c'est quoi? C'est comme, c'est des congés comme un salarié normal, hein. C'est-à-dire que vous pouvez prendre des vacances. Il vous envoie un document, vous remplissez, vous dites que vous voulez prendre des vacances de, je sais pas moi, du 1er août au 31 août, et il vous donne, vous avez, on vous alloue un salaire pour pouvoir prendre des congés. Et du moment que vous cotisez, que vous soyez intermittent ou pas, vous avez la possibilité de faire des formations à l'AFDAS parce que vous avez cotisé, justement. Mais bon, ça, c'est peut-être un peu. Voilà. Alors, Eddy, je vais te poser la question aussi. Alors, pour toi, est-ce que tu penses pour aller plus loin au niveau des Bolocos, est-ce qu'il y a des compétences que tu penses qui manquent autour du projet pour vous accompagner à aller plus loin? Je ne pense pas qu'il manque des compétences, ou alors c'est peut-être nos compétences musicales, mais je pense surtout qu'il manque pour les artistes des salles intermédiaires. Par exemple, on passe, moi j'exagère, hein, mais on passe d'un restaurant ou de bar au Palais des Sports du Gosier. Donc il manque des salles de peut-être 500 places pour pouvoir y aller progressivement. Et généralement, on se décourage un petit peu parce qu'on se dit, bon, ben, c'est inatteignable, donc on reste plutôt dans ce qu'on sait faire, dans les petits trucs, et on prend ça comme un job, on va dire, pas de loisir, mais on ne va pas se professionnaliser en sachant qu'on va rester dans un circuit bar, hôtel, restaurant. Je comprends. Quand c'est effectivement, quand tu n'arrives pas plus à te projeter plus loin et trouver en tout cas les ressources suffisantes pour t'apporter plus d'informations à la structuration. Après, je parlais plus de structures existantes pour moi qui manquent en C'est Guadeloupe. c'est ça. Des structures capables de te porter justement toutes ces informations-là et ces connaissances-là. Olivier, je vais poser la même question par rapport à au-delà. Pour toi, en termes de compétences autour du projet, comment tu sens ça? Est-ce que c'est suffisant pour toi? Est-ce qu'on peut faire mieux? Pour le moment, déjà. Qu'est-ce qu'on peut faire? Pardon. Comme je te disais tout à l'heure, on attend beaucoup de la résidence qui aura lieu à Sonis. Et à partir de là, on va voir comment on se positionne. C'est de voir comment les choses vont se dérouler par la suite, puisque bon, ça fait un petit bout de temps qu'on travaille ensemble. Et d'ailleurs, j'ai oublié de présenter Alexandre Ostache, qui est le guitariste soliste du groupe et qui m'accompagne réellement sur le projet d'au-delà. Et donc, effectivement, le fait de pouvoir faire une résidence pendant une semaine et après ça avoir une restitution va nous permettre de se positionner plus facilement par la suite et nos projets. Parce qu'effectivement, la situation en plus actuelle n'est pas évidente. Donc, mon positionnement est sur on est sur les starting blocks. On attend de voir la suite des événements. Mais je ne sais pas si tu voulais intervenir là-dessus. Ok. Issa, est-ce que tu as l'impression, toi, que ton projet était détecté par quelqu'un et qui t'a porté des éléments complémentaires pour avancer? Alors, mon projet a été détecté, on m'a vu, on m'a félicité, tout plein de choses, mais j'ai pas encore rencontré la personne, le tourneur, l'éditeur, j'ai pas encore j'ai pas d'accompagnement, j'ai pas rencontré ça ici en Guadeloupe. Donc, moi, je vous dirais que je compte un peu sur personne, hein, je compte sur moi-même et maintenant, on fait beaucoup de nos affaires nous-mêmes. Je voulais rebondir un peu sur ce que disait Stéphane tout à l'heure par rapport à la professionnalisation et tout ça, là, parce que bon, j'attendais, mais c'est vrai, c'est il y a un statut qui est accessible quand on est musicien, qui est intermittent, mais ce n'est pas le seul. Il y a aussi des travailleurs indépendants. Et la chose à laquelle je me suis énormément heurté ici en Guadeloupe, c'est qu'on nous demande rapidement d'être indépendant, d'être auto-entrepreneur. On nous demande tout de suite un numéro de SIRET. C'est-à-dire que pour être salarié dans le spectacle en Guadeloupe, et pas que dans le spectacle, c'est-à-dire que même moi, quand je suis en tant que professeur de musique, on ne veut pas me salarier, on me demande un numéro de SIRET. Et quand je suis salarié, parce que j'ai été à beaucoup de niveaux ici en Guadeloupe dans le spectacle, c'est-à-dire que même en tant que technicien du son, par exemple,
avec des structures qui fonctionnent. Pour être payé, on est payé 3, 4 mois, 5 mois après. Donc, c'est très dur ici, dans Guadeloupe, d'être un salarié du spectacle parce qu'on a du mal à vivre, parce qu'on n'est pas accompagné, parce qu'on n'est pas payé. C'est très difficile. Donc, moi, ça fait 25 ans que je vis dans ce métier-là. J'ai été artificier, c'est-à-dire que j'ai volontairement renoncé de travailler dans autre chose que dans le spectacle. C'est-à-dire que quand je n'avais pas de concert en tant que musicien, j'ai travaillé dans le spectacle. Je suis devenu par ce biais-là artificier. Je suis devenu par ce biais-là technicien du son, régisseur. J'ai fait des spectacles pour enfants, des choses que je n'aurais pas voulu faire, mais j'ai volontairement voulu rester dans le spectacle. Et j'ai volontairement, depuis, même quand j'étais en France, en Europe, cherché à être salarié. C'est-à-dire que j'ai renoncé de venir d'être auto-entrepreneur et tout ça. Bon, ça y est, j'ai cédé, je suis auto-entrepreneur et j'ai mon numéro de SIRET maintenant, donc vous savez. Donc, j'ai cédé. Alors, donc, c'était pour revenir sur ça. Et après, au niveau de l'accompagnement, on est là, il y a de la bonne volonté. Toi, tu es là, la preuve qu'il y a de la bonne volonté, il y a de la bonne volonté. Il y a des gens, je ne sais pas, j'ai mon ami Nadia Idaïra qui n'est pas là, il y avait Colimel. Il y a de la bonne volonté, il y a des gens qui veulent faire des choses, mais on se heurte à une volonté politique aussi, parce que tout est politique. Et souvent, quand il y a des ouvertures culturelles, la politique le porte. Voilà ce que je pense. Donc après, aujourd'hui, pour mon projet, je ne suis pas accompagné. Je ne vois pas qui va m'accompagner pour l'instant, ici en Guadeloupe en tout cas, parce que les accompagnements peuvent venir de l'extérieur. Je n'ai pas une musique très, comment dire, j'appellerais locale, c'est-à-dire que je n'ai pas une niche ou un marché qui va forcément fonctionner ici avec la Guadeloupe. Peut-être en Caraïbes, peut-être en Europe, mais pas ici localement. J'ai pas, enfin, entre guillemets, je ne fais pas du zouk. Le zouk, c'est la musique de la Guadeloupe. Je ne fais pas du gros-cas. J'ai un style assez particulier, donc bon, voilà. alors, Je ne me fais pas d'illusions. J'entends ce que je tu compte sur dis. personne, en gros, quoi. J'entends ce que tu dis. Je te remercie pour ce témoignage. Si je peux me permettre de faire une petite précision, on sera d'accord ou pas, mais je ne fais pas la législation. La législation dit qu'un artiste sur scène, c'est fiche de paye. Bien sûr, bien sûr. Salarié du spectacle. Bien sûr. Salarié, bien c'est sûr, fiche de paye. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Mais après, moi, dans ma réalité, ma réalité, je ne suis pas une star. J'ai travaillé dans une maison de prod, c'est pas ça. Et en parlant de spectacle. Non, moi, je parle de survie. Je parle de survie aussi. C'est-à-dire que j'ai des enfants, il faut que je paye mon loyer et que je remplisse mon frigidaire. Et là, aujourd'hui, acculé avec les choses, je me retrouve. Je ne voulais pas, hein, je suis resté tout ce temps-là, sans jamais en déclarant, j'ai été intermittent. Je connais tout ce qui parle, c'est-à-dire que tu as accès à l'AFDAS, même si tu n'as pas l'intermittence, mais comme tu as cotisé, je suis pour tout ça et j'ai fonctionné dans tout ça. Mais aujourd'hui, même en tant que professeur de musique, je répète, dans les écoles, les structures associatives, les écoles de musique, parce qu'on n'a pas d'école de musique municipale en Guadeloupe, hein, je veux le dire, il n'y a rien, il n'y a pas de conservatoire. Il n'y a que le Lamentin, et après on a Sonis qui est quand même au-dessus. Mais en municipal, on a le Lamentin et puis il y a des choses qui se mettent en place en fait. C'est bien, ça avance. C'est bien, ça avance. C'est bien, c'est logique et normal qu'il y ait un soutien, je le redis, politique pour la culture ici en Guadeloupe, parce qu'on a un potentiel international inestimable. Si je veux rebondir sur quelque chose. Je t'en prie. En fait, ce qu'Issa dit aussi, qu'il faut entendre, c'est qu'en fait, on se rend compte, et il s'est rendu compte aussi, que pour pouvoir être payé, parce que vous savez, si vous jouez pour une commune ou quoi que ce soit, on vous demande une facture. Donc, du coup, on est obligé de devenir auto-entrepreneur quand on arrive en Guadeloupe, ce que moi, je n'ai jamais connu en France. Donc, c'est un peu, il met le point sur ça, en fait. C'est-à-dire qu'on trouve ça inadmissible. Déjà, tu fais la démarche, même en étant entrepreneur, tu es payé 5 mois plus tard. Donc, il y a un problème, quoi. Il y a plein de choses qui ne tiennent pas la route. Donc, c'est compliqué. Donc, il y a des choses à revoir. Et puis, c'est vrai que quand on va jouer dans des lieux, on va dire un restaurant ou bien des lieux d'accueil, alors on parlait tout à l'heure de manque d'infrastructure, en fait. C'est ce que tu voulais dire, c'était l'infrastructure, on manque de lieux. On manque, oui et non, parce qu'il y a quand même des lieux, mais surtout, c'est compliqué à faire vivre, en tout cas, la culture en Guadeloupe, parce que je trouve qu'il n'y a pas d'aide. Il n'y a pas d'aide, j'explique. Des lieux, je vais donner des noms. Je pense au New Petit Paris, je pense au Plaisir, je pense à l'Appart, je pense qu'il y a des lieux privés comme ça, où ce sont des gars qui se battent, en tout cas pour faire vivre, qu'on le veuille ou non,
la culture en Guadeloupe. C'est-à-dire que ce sont vraiment des acteurs de la vie culturelle en Guadeloupe. Et ces gars-là n'ont pas d'aide. C'est-à-dire alors je prends l'exemple de Xavier Richardot du New Psy Paris. Son lieu fonctionne du mercredi au dimanche. Il se bat pour faire fonctionner son lieu du mercredi au dimanche. Avec de la diffusion d'artistes tous les jours. Voilà, c'est ce que je suis en train de dire. Du mercredi au dimanche, il nous propose des événements. Mais le gars, il se bat. Il se bat. Et comment? Alors, nous, on a un discours en tant que salarié du spectacle. On aura envie de lui dire non, non, il faut que tu nous déclares. Le gars va vous dire oui, je veux bien, mais avec quel argent? Et je pense qu'il y a quelque chose à faire, en fait. C'est là qu'il faut il faut vraiment qu'on puisse intervenir dans ce sens. On a monté au mois de novembre un syndicat qui s'appelle UniArt. Justement, on fait des propositions et j'invite justement tous les salariés du spectacle à adhérer à ce syndicat parce que surtout vous tous hein, qui parlez tout ça et tout, ça vous concerne. C'est pour nous. Si vous avez des questions, comment se construire dans l'avenir ou quoi que ce soit, pour l'intermittence, c'est important. Et pour revenir au sujet de ce dont je parlais là par rapport à Issa, il faut des aides. Il faudrait des aides. Il y a un budget qui est alloué pour la culture. Il faudrait que cet argent puisse parvenir à ces organisateurs. Alors, on va y revenir. Alors, juste avant la pause, Woody voulait prendre la parole. Je t'en prie, Woody Séverin de Alizé Records. Bonjour à tout le monde. Alors, je vais essayer d'être très synthétique et efficace dans mon propos et que j'assume du début jusqu'à la fin. Tout ce que j'ai entendu jusqu'à maintenant, c'est un constat qui est malheureux. Ça, c'est la première chose. Pourquoi ce constat est-il malheureux? On va se poser les bonnes questions. Parce que malheureusement, sur un beau territoire, un beau pays comme la Guadeloupe, regardez où nous sommes aujourd'hui, il n'y a pas de politique culturelle en Guadeloupe. Il faut commencer par le commencement. La culture et les problématiques notamment que les artistes interprètes qui sont présents ici évoquent, le constat est malheureux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un écosystème où on va retrouver à la fois l'État, les collectivités majeures, d'accord, les communes à un moment donné, qui va, tous ensemble, toutes ces personnes vont valider un écosystème pour permettre aux professionnels, je dis bien dans un premier temps, aux professionnels de la musique de vivre décemment de ce métier. Pour ceux qui ne le savent pas, là, je ne parle pas en tant que fondateur de la maison de production Alizé Records, de la maison d'édition Alizé Publishing. J'ai commencé à l'âge de 20 ans, j'ai 49 ans en tant qu'intermittent du spectacle. Je connais tout le monde ici présent, j'ai travaillé avec tout le monde. Mon employeur, mon premier employeur en tant qu'intermittent du spectacle, l'ICATA, représenté aujourd'hui par Eddie Compère, qui représente la salle Sonis, est présent dans cette salle. Donc, je pense qu'il faut prendre, comme on dit, le taureau par les cornes, mais il faut commencer par le commencement. Tant qu'il n'y aura pas un écosystème pour soutenir, comme disait Jérôme tout à l'heure, tous ceux qui se battent pour faire vivre la scène dans leur lieu, etc. et tout, pour également accompagner les professionnels et également les amateurs, parce qu'on a beaucoup d'amateurs. Hein. Et là encore, mes propos n'engagent que moi. Je pense que nous sommes en Guadeloupe, peut-être en Martinique également, le premier territoire de France où il y a autant d'activités artistiques live, d'accord, chaque semaine. Et même la pandémie n'a pas ralenti les choses de manière significative, d'accord? Moi, je pense, d'accord? Je parle d'activités artistiques tout confondues. Les associations de quadrilles, le monde du gros cas, le live, la begin, tout confondu, d'accord? Donc, je dis qu'il faut commencer par le commencement. J'arrête sur cette partie. L'écosystème. Tant que l'écosystème ne sera pas mis en place, ça sera difficile. Et juste pour compléter ce que tu dis, avec concertation des personnes concernées, c'est-à-dire les salariés du spectacle. Parce que vous pourrez prendre ce que vous voulez. Tant que vous ne concentrez pas les personnes concernées, vous ne serez pas dans le positif. Et j'ai envie de te dire, même tous les acteurs de la culture. Et j'appuie ce que Jérôme vient de dire également en disant qu'il faut qu'on soit sérieux. Regardez qui c'est qui est présent ici. Il y en a qui n'ont pas pu venir, mais que tu as quand même sollicité. On les connaît, les professionnels. Donc, quand Jérôme parle de concertation, ça veut dire qu'on peut, à un moment donné, si on a véritablement envie de définir ou de mettre en place une politique culturelle en Guadeloupe, on peut mettre autour d'une table les acteurs qui se battent depuis 20-30 ans. On se connaît tous. On n'est pas 2000 en Guadeloupe. Il y a beaucoup d'amateurs et je ne les critique pas, ils ont du talent. Ils sont dans l'informel. Et c'est l'informel qui fait que voilà, les problématiques de fiches de paye, etc., ça ne peut pas
se professionnaliser. Et ça arrange aussi certaines personnes. Parce qu'il faut reconnaître qu'il y en a qui ont leur boulot et qui, à côté, l'informel leur convient. Il faut véritablement mettre autour de la table les gens qui se battent depuis 30 ans, 40 ans, Cyril, Eddy, Oriane, tous ceux qui sont présents, Claude, avec le CEDAC, qui fait un excellent travail, d'accord, Christelle, tous les professionnels, et nous ne sommes pas des milliers. Je pense qu'aujourd'hui, on doit être à tout casser une centaine, j'exagère, parce qu'on n'arrivera pas à 100, mais de vrais professionnels qui peuvent s'asseoir autour d'une table et mettre en place une politique culturelle en Guadeloupe. Quand les politiques auront envie de nous mettre autour de la table et de prendre le temps de nous écouter, quand ils ne comprennent pas, prendre le temps de poser les bonnes questions, peut-être qu'on arrivera à mettre en place un écosystème qui fonctionne. J'attire l'attention par rapport à la DAC. J'ai eu une amie de la DAC, que je ne vais pas citer, qui s'est battue pendant des années pour essayer de faire comprendre ce qu'était le mécénat culturel. Regardez le nombre d'entreprises qu'il y a en Guadeloupe aujourd'hui, la partie fiscale que ça représente et comment cela aurait pu avoir une incidence sur l'industrie culturelle de la Guadeloupe. Jusqu'à aujourd'hui, ce sont des choses qui n'existent pas. Je préfère m'arrêter là. Merci pour ton initiative, Michael. Je sais que Cap Excellence et Jocelyne Daril travaillent un petit peu, enfin pas mal ces temps-ci sur les questions du mécénat. Enfin bon, c'est pas. On va revenir un peu sur tout ça par la suite. Ça fait partie des thèmes qu'on va aborder. Il faut savoir aussi que déjà à travers les rencontres professionnelles du Festival Lily, nous, on a tenu à inviter et à donner un temps de parole à la DAC, à la région, au département, mais aussi au CNM. Alors, on a invité plus de monde. Hein. On a invité l'ADAMI, on a invité la SCPP, on a invité la SPPF, on a invité tout le monde. Ils viendront au moment où ils sentiront qu'il faut qu'ils viennent. Moi, je ne suis pas inquiet pour ça. De toute façon, je vais continuer à avancer. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et donc, ce que je voulais dire, c'est qu'à travers ces rencontres professionnelles-là, on a voulu aussi mettre un petit temps de parole pour que ces entités publiques-là, publiques et professionnelles, parlent des dispositifs d'accompagnement financier surtout qui mettent en place. Et du coup, voilà, on aura un petit temps de parole là-dessus. On va faire une petite pause et on reviendra tout à l'heure pour notre seconde thématique. Merci. Le temps court.